Je vais souhaiter la bienvenue à tous. Donc, merci d'écouter aujourd'hui pour cette présentation de l'essai clinique en cancer, c'est quoi? Donc, je me présente, Xavier Levac, je suis responsable de l'unité Cancer, un co-gestionnaire avec la clinique générale de l'unité Cancer. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter une personne dévouée, une personne humaine, une collègue, une amie. Puis, donc, on a cette chance-là de travailler ensemble depuis 5 ans, étroitement et activement, avec une équipe de 37 personnes pour justement mettre sur pied cette unité de power-là, puis des services de recherche clinique au secteur de l'investigateur. Dr. Norman est une hémato-oncologue médicale au CHU et professeure d'agrégé clinique à l'Université de Montréal. Elle a obtenu son baccalauréat en biologie moléculaire à l'Université du Québec à Montréal en 1999. Son diplôme de médecine à l'UDM en 2003 et elle a effectué une résidence ou spécialité en médecine interne, hématologie et oncologie médicale. Après sa spécialité, en 2009, elle a poursuivi ses formations en recherche clinique en développement de médicaments au CPTG à Kingston en Ontario, sous le mentorat de Dr. Elisabeth Ozonama. Elle s'intéresse particulièrement à la recherche clinique, à l'immunothérapie du cancer, aux essais cliniques précoces et au mélanome. Et depuis 2018, comme je disais précédemment, on a travaillé fort pour justement mettre sur pied cette unité de phase 1 et Raymond est la directrice médicale de cette unité-là. En parallèle, elle a également développé des programmes de recherche sur le mélanome en collaboration avec l'hôpital général Jewish. Et c'est récemment aussi intéressé au rôle du million dans le mélanome, dans le cadre de ces cliniques de phase 1 et de phase 2 initiées par des investigateurs. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Dr. Norman sur la présentation de l'essai clinique en cancer. C'est quoi? Premièrement, merci. Je voudrais remercier en fait les organisateurs là, de l'invitation. Il y a tellement de gens talentueux dans le centre de recherche que vous auriez pu avoir toutes sortes de personnes très intéressantes qui viennent vous présenter. Donc, je suis très humble devant vous qu'on m'ait donné cette opportunité. En fait, ce qui m'a frappé le plus dans l'introduction de Xavier, avec qui j'ai la chance de travailler en effet depuis 2018, c'est que j'ai obtenu mon doctorat de médecine en 2003. Fait que là, ça veut dire que ça va faire 20 ans que je suis médecin. Moi, dans ma tête, je me vois encore à 25 ans, mais ce n'est pas la réalité. Hein. On vieillit puis on ne s'en rend pas compte. Fait que dans ma tête, j'ai 25 ans, mais mon corps a malheureusement 46, 47. Là. Fait que c'est correct. OK. Fait que c'est un dur réveil aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire qu'on m'a demandé de parler d'un essai clinique en cancer, c'est quoi? Donc, la présentation, elle est dirigée vers les patients. C'était ça l'auditoire cible. Mais je suis contente de voir que ça touche plus que les patients. Il y en a que j'ai forcé à venir, d'autres qui sont là de leur plein gré. Donc, merci beaucoup de prendre votre heure de lunch pour m'écouter. Bon, ça commence avec des problèmes techniques. Comment je change de diapo? Ah, OK. Bon, donc, ça, c'est la déclaration de mes conflits d'intérêts. Travaillant en recherche clinique avec la pharma, bien évidemment, je suis impliquée à différents niveaux avec l'industrie, donc je préfère vous le dire, mais dans la présentation elle-même, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Donc, j'avais une liste d'objectifs, de questions auxquelles qu'on m'a demandé d'aborder pour essayer de répondre. En fait, je les ai énumérées là. On va y aller de façon, je dirais, plutôt ludique. Là, on va y aller au fur et à mesure. Je pense qu'à la fin de la présentation, je vais avoir répondu à toutes ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'un essai clinique? Qu'est-ce qu'une étude de phase 1 versus une phase 2, une phase 3? Comment ça se déroule? Qui sont les patients visés par les essais cliniques? C'est quoi les avantages, désavantages, risques de participer à un essai? Puis, pourquoi est-ce que les patients participent à un essai clinique? Donc,
moi, j'adore l'histoire de la médecine, là. Ceux qui travaillent avec moi le savent, là. Quand je vois un livre qui est en rabais sur Amazon ou quoi, je vais leur envoyer juste parce que j'adore lire là-dessus. Parce que quand on lit là-dessus, on se rend compte combien on a avancé. Je me dis, quelqu'un qui va lire dans 200 ans sur ce qu'on fait aujourd'hui va dire, mon Dieu, qu'ils étaient primitifs, alors que nous, on se trouve vraiment au nec plus ultra de ce qui se fait en médecine. Et en fait, les premières notions d'essais cliniques remontent aux années 1600-1700. En fait, en 1628, on a Dr. Van Helmont qui essaye des saignées dans le traitement de la fièvre. Je ne dis pas que c'est nécessairement, ça marche, là, mais ça faisait partie d'une notion d'essai clinique. Mais l'essai clinique qu'on reconnaît comme étant le premier essai clinique, c'est vraiment l'essai d'orange et de lime fait par le docteur Lind sur un navire dans le traitement du scorbut qui, de ce temps-là, pouvait décimer là, des populations de marins là, sur des bateaux, 2 tiers des marins, entre le début du voyage et la fin, pouvaient décéder à cause du scorbut. Et donc, Dr. Lind, ce qu'il fait, c'est qu'il prend 12 marins scorbutiques, donc des patients qui sont atteints du scorbut avec les gencives qui saignent, les ulcères au niveau de la jambe, les symptômes neurologiques. Et il prend ces 12 marins puis il les sépare en 6 groupes avec 2 marins dans chaque groupe. Et la diète de ces marins reste pareille, sauf qu'il administre à chaque groupe de 2 une substance différente. Donc, il y a 6 substances, le cidre, l'acide sulfurique, pauvre marin, le vinaigre, une concoction d'herbes et d'épices, l'eau de mer et l'orange et les citrons mélangés. Et en fait, il y a un seul groupe de 2 marins qui rapidement guérit du scorbut et vous aurez deviné que c'est le groupe de 2 patients qui reçoivent les oranges et les citrons. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un essai clinique qu'on dirait aujourd'hui positif, hein, avec un avantage de survie, un taux de réponse de 100 etc. Mais trouver ne veut pas nécessairement dire comprendre, parce que la conclusion de l'époque, c'est que le scorbut ne trouve pas son origine dans la carence d'une substance qui est présente et fournie par le jus des agrumes, mais plutôt qu'il serait la conséquence d'une humidité excessive que les agrumes traitent, tel un déodorant. Donc, bref, je ne suis pas drôle. Vous ne trouvez pas drôle? Vous pouvez rire, hein? Ce n'est pas interdit. Bon, alors, bref, tout ça pour dire que trouver n'est pas comprendre. Comme aujourd'hui, quand on trouve, on ne comprend pas nécessairement toujours. Et ce n'est que dans les années 1930 que la vitamine C va être identifiée comme l'agent actif responsable du traitement du scorbut. Et on parle donc, on est à peu près 2 siècles plus tard, 200 ans plus tard. Donc, Dr. Lind, en fait, de son vivant, ne verra pas son remède comme approuvé comme étant un traitement standard. Ça va être fait après son décès. Mais ce sera en effet 200 ans plus tard qu'on comprendra vraiment. Donc, qu'est-ce que ça implique un essai clinique? Donc, c'est la réponse de c'est quoi un essai clinique? Bien, en fait, c'est des sujets humains, OK, qui sont étudiés, qui sont suivis dans le temps, donc c'est prospectif, dans le cadre d'une étude qui met des paramètres autour de la conduite de cet essai-là, un essai qui est généralement thérapeutique. En fait, qu'est-ce qu'une étude ou un essai? C'est en fait une façon de mesurer les effets d'une intervention. Puis comme le sujet, c'était en cancer, bien, en oncologie, ça peut être au stade de la prévention, ça peut être dans le diagnostic. Est-ce que faire telle imagerie versus une autre imagerie, telle biopsie versus une autre biopsie ou une chirurgie versus une autre, a un impact positif, négatif. Ça peut être aussi dans le traitement, ce qu'on fait le plus pour les gens qui sont en recherche clinique dans la salle, dans des unités de phase 1, 2 et 3, c'est-à-dire le plus souvent comparer un traitement dans le cancer par rapport à un autre ou chez des patients qui n'ont plus de traitement disponible. Et puis, le contrôle des symptômes, de la douleur,
des symptômes tels que la douleur, la nausée, etc., qui peut être aussi la symptomatologie, comment gérer les effets secondaires du cancer lui-même. Donc, excusez-moi. Ce qu'implique un essai clinique, ce n'est pas juste donc d'intervenir, mais aussi de mesurer les effets de cette intervention, qu'ils soient bénéfiques ou néfastes. Généralement, on veut savoir les deux, de regarder juste ce qui est néfaste ou ce qui est bénéfique ne serait pas suffisant. Il faut vraiment regarder les deux côtés de la médaille. Et ça se fait à travers des essais cliniques de phase 1, 2 et 3. Là, souvent, les patients vont arriver à différents moments de leur maladie, vont être approchés soit pour un essai clinique de phase 1, de phase 2 et de phase 3. Puis la réalité de ces essais cliniques est très différente. Donc, en fait, ce que moi, j'explique aux patients quand ils viennent nous voir pour une étude, puis j'ai la chance de travailler avec 2 équipes, donc une à l'UIT qui est la phase 1 généralement, puis je travaille avec l'URCO aussi pour les phases 2 et 3. Et je n'ai pas la même approche, dépendamment de j'approche le patient pour une étude de phase 1, une étude de phase 2 ou une étude de phase 3. Puis pour expliquer ça à un patient, en fait, je vais leur expliquer c'est quoi le développement d'une molécule ou d'un médicament, ce qui est le plus souvent ce que je vais leur proposer. En fait, je leur explique qu'on commence toujours en laboratoire. Hein. On a découvert telle molécule qui pourrait avoir un effet positif sur le traitement du cancer. Et puis, du laboratoire, on est allé à l'animal et chez l'animal, on a testé cette molécule dans au moins deux espèces et basé sur les résultats dans le modèle de la souris ou en in vitro, là, en laboratoire, on a décidé d'aller vers un essai clinique chez l'humain. Et puis, c'est là que ça se corse parce que pour étudier une molécule chez l'humain, il faut passer à travers différentes phases. Donc, il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3, puis elles sont généralement l'une à la suite de l'autre pour éventuellement aller vers une autorisation soit de la FDA ou de Santé Canada. Donc, le développement des médicaments à travers ces 3 phases-là suit des objectifs. Dans une phase 1, le but, c'est vraiment de trouver la dose maximale non toxique. Donc, ce qu'on appelle la dose qui ne crée pas d'effets secondaires prohibitifs chez les patients. Et généralement, ça va se faire chez un nombre limité de patients. Et c'est vraiment ça le but. On n'est pas à la recherche de l'efficacité. Puis ça, c'est très important parce que souvent, les patients vont être surpris quand ils viennent pour une phase 1 de se faire dire, bien, vous savez, le but de cette étude, c'est de trouver la dose, puis de savoir si le médicament est toxique ou pas et si on va pouvoir aller plus loin avec ce médicament. Maintenant, on est tous humains et on regarde bien sûr s'il y a un signal d'efficacité, mais ce n'est pas le but premier de ce type d'étude. La phase 2, une fois la dose trouvée, va être faite chez un nombre plus important de patients. Et là, on veut chercher s'il y a un signal d'efficacité. En oncologie, habituellement, le pourcentage auquel on dit qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est 20 %. Ça veut dire que si dans une étude de phase 2, tu as au moins un patient sur 5 qui semble répondre, et par réponse, on entend une diminution de la maladie, mais là, il y a un signal intéressant d'efficacité qui vaudrait la peine qu'on aille vers une étude de phase 3. Et dans une étude de phase 3, c'est là qu'on va vraiment comparer ce nouveau médicament à ce qui est considéré comme un standard. Puis dépendamment de où est rendu le patient, l'étude de phase 3, bien, le standard peut être différent. Si on est en première ligne d'un cancer comme le mélanome, bien, ça va être de comparer par rapport à l'immunothérapie qui est le standard. Si on est rendu en troisième ligne de cancer du pancréas où il n'y a plus de standard, bien, ça pourrait être de comparer ce médicament-là à des soins les plus appropriés pour le confort du patient, ce qu'on appelle le best supportive care. Donc, dépendamment de la trajectoire du patient, où est-ce qu'il est rendu dans sa maladie, les objectifs vont être différents, les comparateurs vont être différents. Donc, le développement des médicaments va passer par ces essais cliniques. L'autre chose que souvent les patients vont être très étonnés
c'est à quel point il faut tester des molécules en cancérologie pour en trouver une, finalement, qui va se retrouver sur le marché. Donc, on dit que pour 10 000 molécules étudiées en laboratoire, il va y en avoir à peu près une dizaine qui vont passer à travers les différentes étapes d'une phase 1, d'une phase 2, d'une phase 3, pour finalement qu'il y en ait une qui soit mise en marché. Donc, on part avec un effet très large, puis un effet entonnoir qui se crée au fil du temps, soit parce que la molécule ne marche pas, soit parce qu'elle est trop toxique, soit pour un mélange des deux. Donc, une étude ou un protocole va établir les paramètres de qui va participer. Donc, c'est qui la population de gens vers qui elle est dirigée, combien de personnes participeront, combien de temps ça va durer, comment le médicament va être donné, qu'est-ce qu'on va faire à travers ça pour suivre les patients, que ce soit des prises de sang, des collectes de sel, des scans, des biopsies, des PET scans, c'est tout, ça devrait tout être paramétré à travers le protocole. Et il y a aussi une partie dans le protocole qui va dire comment ces résultats vont être analysés et dans quel but ils vont être utilisés. Donc, si on y va, on plonge dans c'est quoi une phase 1? Une phase 1, c'est la première étape, c'est dans le développement du médicament chez l'humain. Donc, on passe du laboratoire et de l'animal vers le patient. Donc, souvent, on va avoir des études de phase 1 où ils vont dire c'est une étude First in Human, FIH. Donc, si vous lisez ça, bien, ça veut dire qu'en effet, c'est la première fois qu'on va tester cette molécule chez l'humain. Et pour ce faire, il y a des façons de tester des médicaments chez l'humain. Il faut limiter les dégâts. Hein? Donc, on ne peut pas arriver avec une nouvelle molécule puis on dit, OK, on la teste chez 30 personnes, tout en même temps, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Ben là, la gestion du risque là-dedans, c'est pas fort, là, parce que si la molécule est toxique ou dangereuse, ben on vient d'exposer 30 personnes tout en même temps à une molécule qui est toxique et dangereuse. Donc, il y a des façons qui ont été développées pour limiter les risques qu'on fait subir aux patients tout en obtenant l'information dont on a besoin. Le but de ça, c'est d'évaluer la tolérance, la sécurité et éventuellement d'établir la dose maximale avec laquelle on va pouvoir continuer le développement. Et souvent, ces études-là, parce qu'on ne sait pas dans quel cancer ça va fonctionner, on ne sait même pas si ça va fonctionner, elles vont accepter souvent tous les types de tumeurs. Elles vont souvent permettre à n'importe quel type de cancer de participer. Et pour débuter, il faut commencer à une dose. Il y a des règles qu'on suit. Généralement, on va commencer à 1/10 de la dose qui est mortelle ou létale chez 10% des animaux. Donc, en fait, on part à la plus petite dose qu'on pense sécuritaire possible et puis j'aime pas le mot test, mais on l'amène chez le patient, chez 3 patients. Puis, on regarde qu'est-ce qui se passe chez ces 3 patients. Il y a certains protocoles qui vont aller rajouter une étape de sécurité supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils vont même décaler les 3 patients à 1 semaine d'intervalle pour être certain qu'on ne traite pas 3 patients avec quelque chose de toxique, puis ils vont tous être malades tous en même temps, puis on aurait pu éviter ça. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle un décalage dans les patients. Donc, parfois, les patients nous contactent en recherche clinique pour une phase 1, puis ils vont dire, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas avoir accès, pourquoi vous parlez de places disponibles, pourquoi il n'y a pas plus de places. Mais en fait, c'est parce que justement, quand on est en phase 1, on a une dose qu'il faut tester chez 3 patients. On est souvent plus que 5, 6, 7, 8 sites dans le monde qui font l'étude. C'est chacun son tour à une place qu'il va pouvoir donner à un patient. Puis le Japon va donner une place à un autre patient, puis les États-Unis vont donner une place à un autre patient. Puis là, il faut voir qu'est-ce qui va arriver à ces patients-là. Puis généralement, il faut attendre 21 à 28 jours pour s'assurer qu'on n'a pas d'effet toxique immédiat majeur. Donc, si on compte 28 jours chez 3 patients décalés de 1 semaine chacun,
mais ça nous amène que ça peut prendre à peu près 2 mois avant qu'on ait l'information sur les 3 patients à cette dose-là, avant de pouvoir aller à la dose suivante, ce qui amène le fait que les places sont limitées puis qu'on ne peut pas traiter 100, 200 patients dans une étude de phase 1. Donc, généralement, les études de phase 1 ont un nombre restreint de patients, puis elles vont durer généralement 1 à 2 ans. La phase 1, donc, c'est une augmentation très progressive des doses. C'est aussi un suivi très étroit. C'est des études qui sont offertes à tout le monde, mais c'est certain qu'il y a une surveillance qui est nécessaire. Donc, il faut quand même que les patients puissent venir de façon intermittente à l'hôpital pour être évalués, pour s'assurer qu'ils vont bien. Il y a beaucoup de procédures aussi qui sont nécessaires de par le protocole. Certains protocoles vont pas juste essayer le médicament, mais ils vont essayer de comprendre comment le médicament fonctionne. Donc, ils vont demander qu'il y ait beaucoup de prise de sang. Ils vont vouloir voir la pharmacocinétique, la pharmacodynamique. Donc, comment est-ce que le médicament est éliminé par les reins, par le foie? Est-ce qu'il atteint sa cible dans la tumeur? Donc, il faut une biopsie. Donc, tout ça nécessite un encadrement et une motivation importante de la part des patients parce que parfois, on peut leur demander de venir 3, 4 fois dans la même semaine pour être évalués ou passer des tests. L'autre chose que souvent les patients vont, puis ça, c'est malheureux parce que j'ai l'impression de leur dire des choses pas le fun, mais quand on regarde c'est quoi le bienfait estimé pour les patients dans une phase 1, en fait, si on demande aux patients pourquoi ils acceptent de participer à une phase 1, ça vient d'un sondage, 85% vont participer parce qu'ils espèrent avoir un effet thérapeutique bénéfique potentiel. C'est normal, je veux dire, c'est tout à fait normal quand tu t'embarques dans une étude de phase 1 d'espérer que ça va changer quelque chose dans ta trajectoire. Mais quand on regarde historiquement, quelles sont les chances qu'un médicament en phase 1 soit amené à une approbation par une autorité de santé comme Santé Canada ou la FDA, ou les chances qu'on ait un taux de réponse, c'est-à-dire qu'on ait une diminution de la maladie, bien, on parle généralement d'à peu près 10%. Et si on rajoute les maladies stables, c'est-à-dire que la maladie ne reste en dedans d'un certain… il n'y a pas une trop grosse augmentation, mais il n'y a pas une très importante diminution, ce qu'on appelle la maladie stable, on parle d'à peu près un tiers des patients. Donc, les chances qu'un patient ait un effet bénéfique sur une phase 1, moi, généralement, je leur dis que c'est à peu près 10%. Si c'est un agent qui est utilisé seul, jamais utilisé auparavant. S'il est associé à un médicament qu'on connaît déjà, mais là, les chances augmentent un peu plus. On peut aller à 15-20% parce que c'est associé à un médicament qui a déjà de l'activité. Mais ça reste que c'est des chiffres qui parfois vont heurter les patients dans le sens qu'ils s'attendaient à 80% de bénéfices, puis là, je leur parle de 10 à 20%. Donc, il y a des patients qui, d'emblée, vont dire, ben là, il va falloir que je réfléchisse parce que ce n'est pas vraiment ça que je m'attendais comme information. Ce qui est tout à fait approprié. C'est ça l'idée aussi du consentement. Dans une phase 2, là, on a fait la phase 1. On a déterminé c'est quoi la dose. Une fois la dose trouvée, on sait aussi maintenant c'est quoi le profil de toxicité. On sait quel genre d'effets secondaires on peut voir, mais on s'entend qu'on a traité généralement en bas de 100 patients. Donc, on n'a pas énormément de recul. Puis, beaucoup de ces patients-là, il y en a qui ont eu quelques semaines de traitement, il y en a eu qui ont eu quelques mois. On n'a pas non plus du recul en termes de temps. Mais on a quelque chose qui a une certaine tolérance et là, on veut voir si ça vaut la peine d'aller plus loin. Donc, maintenant, on va faire une étude de phase 2. On va choisir basé sur le mécanisme, basé sur l'information qu'on a, sur les biopsies qui ont été faites, sur l'information sur les taux de réponse dans la phase 1. On va décider vers qui on veut diriger ce traitement-là et est-ce qu'on a un signal d'efficacité? Est-ce qu'on a au moins 1/5 des patients qui vont avoir une réponse, une diminution d'au moins 30% de leur maladie? Et là,
embarque la phase 2, qui généralement va être dirigée vers un groupe plus important de patients qu'on va pouvoir traiter en même temps. Là, on n'a plus besoin de traiter 3 patients à la fois puisqu'on a jugé de la tolérance et de la toxicité de la molécule. Donc, on sait à quoi on a affaire. Mais on peut avoir des surprises parce que parfois, tout à coup, il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent, des nouvelles toxicités qui peuvent arriver à cause d'un effet cumulatif, par exemple. Et là, on va regarder dans le temps qu'est-ce qui arrive à ces patients. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une phase 2 pour nous amener éventuellement vers une phase 3. Disons qu'on est chanceux, on a trouvé la dose, on a décidé que c'est, je vais choisir un site complètement au hasard, le mélanome. Merci pour les 3 rires. En fait, je choisis le mélanome, tout à fait par hasard, bien sûr, et je teste dans une étude de phase 2. Et là, miracle, puis c'est ça qui m'est arrivé en 2010, quand j'étais en fellow. En fait, j'étais phase 1, phase 2, puis il y a 50% des patients qui répondent. Pas 20, là, 50. Un patient sur 2 répond à la thérapie ciblée en mélanome. Et là, les tumeurs fondent comme magie au soleil et c'est comme le party à l'unité de recherche. Donc, là, on a un groupe de patients, mais vous savez comme moi, puis pour ceux qui ne le savent pas, les études cliniques sont souvent dirigées vers des patients en forme, des patients qui répondent à certains critères, puis on va y revenir. Donc, on commence à se demander, est-ce que c'est vrai ce que je vois là? Parce que là, il y a un patient sur 2 qui répond, des patients qui vont bien, la toxicité est gérable. Et là, on s'en va en phase 3. Et c'est une histoire vraie, là. Donc, ces thérapies-là s'en vont en phase 3. Et là, on veut évaluer l'efficacité, c'est-à-dire l'impact sur la survie. Pas juste la réponse, pas juste la maladie a diminué, mais c'est de voir, est-ce que le fait d'avoir eu ce traitement va faire que tu vas vivre plus longtemps que si je te donne le traitement que je donne actuellement aux patients avec mélanome. Donc, là, on prend des patients qui se rapprochent de nos patients dans la vie réelle, avec des comorbidités, mais encore, on a des critères quand même d'inclusion qui sont restrictifs, mais moins que dans une phase 1 ou une phase 2. Et puis, on étudie le traitement standard versus le traitement expérimental qui semble intéressant en phase 2. Là, on parle généralement de centaines de patients, entre 300 et 1000, généralement en oncologie, et on se restreint à un type de cancer où on pense que cette molécule-là a vraiment de l'activité. C'est des études qui habituellement vont se faire sur des années. Et il faut partir avec, on ne peut pas décider d'essayer le beurre de pinot dans le traitement du mélanome, là. Ça ne marchera pas. OK? Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quelle hypothèse, là. Moi, je pense que je ne sais pas, moi, les biscuits double chocolat dans le traitement du mélanome, ça marche très, très bien. Je vais faire une étude, biscuits double chocolat versus immunothérapie dans le mélanome. Bien, à part que vous allez prendre du poids, ça ne marchera pas. Donc, il faut une hypothèse basée sur des notions scientifiques solides. Il faut qu'on ait des choses qui nous amènent à faire cette étude-là. Et ça va se faire de la façon suivante. Bien. Donc, on va prendre nos participants, nos patients qui généreusement acceptent de rentrer dans l'étude et là, ils vont être randomisés, c'est-à-dire que de façon aléatoire, le plus souvent à travers un outil informatique. Ce n'est pas le docteur qui décide, ce n'est pas l'équipe de recherche qui décide. Parfois, je plaisante avec une de nos data, Annick, là, je lui dis « appuie sur le bon bouton, là, Annick, puis utilise tes doigts magiques ». Mais en fait, c'est pas Annick vraiment qui décide, là, c'est l'ordinateur. Et il va y avoir une randomisation entre l'intervention expérimentale, qui est le nouveau traitement, versus le traitement standard, qui peut être un placebo, qui peut être le médicament qu'on utilise de façon standard, qui peut être aussi juste un traitement de support. La randomisation permet d'éviter les biais, parce que si on laissait ça au docteur, il choisirait peut-être toujours la même chose. Si on laissait ça au patient, il prendrait par définition le traitement expérimental.
Donc, il faut randomiser pour enlever les biais de sélection et de permettre vraiment une comparaison. Puis, la randomisation permet aussi de mettre autant de patients, par exemple, qui ont tel âge dans les deux groupes, qui ont les mêmes facteurs pronostiques dans les deux groupes, etc. Et la randomisation, on n'est pas obligé d'avoir exactement le même nombre de patients dans les deux groupes. Ça peut être, par exemple, 2 patients pour 1 ou 3 patients pour 1 ou 1 patient moitié-moitié, mais il faut que ce soit préétabli à l'avance. On ne peut pas changer en cours de route. Les deux autres, en fait, ça répète, ça dit ce que je viens de dire, c'est que la randomisation permet donc de contrôler les biais, incluant les biais de l'équipe. Puis souvent, les patients vont dire, bien, ça veut dire quoi placebo, double insu, double aveugle, je suis toute mêlée. C'est quoi un essai randomisé double insu avec placebo? Là, il y a comme trop de termes. Le double aveugle, en fait, ce que ça dit, c'est que personne ne sait ce que vous recevez. Ni vous, ni le docteur, ni le pharmacien, ni la personne qui va vous donner le médicament en clinique d'oncologie ou en clinique de chimio. On ne le sait pas, c'est aveugle. Puis la seule façon de le savoir, c'est que soit à la fin de l'étude, on va vous le dire parce que là, l'étude sera finie, fermée, publiée, puis là, on lève le double insu parce qu'on a arrêté d'analyser. C'est fini, on peut vous le dire. Soit que vous faites un effet secondaire tellement important où vous avez une complication qui fait que le docteur doit absolument savoir pourquoi, qu'est-ce que vous avez reçu pour pouvoir bien vous traiter. Là, on peut lever le double aveugle, mais c'est les seules raisons. Le placebo, mais l'effet placebo existe. Hein? Si tu donnes à quelqu'un qui a un mal de tête une pilule de sucre en lui disant que c'est du Tylenol, il y a 15 de patients qui vont arrêter d'avoir mal à la tête. C'est ça le placebo. Ça existe. Moi, j'ai déjà fait ça avec ma nièce. J'avais pas de Tylenol. Puis, en fait, qu'est-ce que j'avais fait? Elle était toute petite. Ah oui, c'est ça. Elle n'avait pas de Tylenol, j'avais donné un petit comprimé en tout cas, peu importe, un tic-tac, là, presque. Bref, c'était pas super éthique, là, mais bref, il fallait bien qu'elle dorme, là. Fait que là, elle a mangé son tic-tac, elle avait plus mal à la tête, on était tous contents, elle est allée se coucher. Parfait. Fait que le placebo, ça existe. Je ne ferais pas ça avec un patient. Tu veux juste faire ça avec ta famille. Puis à chaque fois, elle demande à sa mère pourquoi les Tylenol, maintenant, ils ne goûtent pas la menthe, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, OK. Donc, le placebo, en fait, c'est pour éliminer cet effet-là quand on met un placebo et ça permet en même temps d'avoir un groupe contrôle. Donc, les patients prennent leur pilule ou prennent leur traitement de façon exactement comme l'autre patient. Les procédures sont les mêmes. Ça permet encore une fois d'éliminer un biais. La phase 4, j'en parle rapidement. Les gens disent, c'est quoi une phase 4? Une phase 4, en fait, c'est tout ce qui est réalisé après la mise en marché. Donc, c'est vraiment c'est presque de la pharmacovigilance, là. C'est pour comprendre qu'est-ce qui arrive après la mise en marché, parce que dans le fond, à la mise en marché, on a de l'information sur des milliers de patients, mais nous, une fois que le médicament est commercialisé, il va être donné à plus que des milliers de patients. Là. Ça peut parfois être des millions de patients. Donc, on peut encore une fois avoir des effets très rares qui vont apparaître et aussi un effet cumulatif. Donc, ça permet de surveiller ça. Ça permet aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe dans des sous-groupes spécifiques. Fait que parfois, des phases 4, ça peut être bien, ce médicament-là en phase 3 n'a pas été testé chez quelqu'un avec de l'insuffisance rénale ou avec de l'insuffisance hépatique ou avec telle condition. Donc, est-ce qu'on peut avoir de l'information sur des sous-catégories de patients? En général, on dit qu'il faut consacrer 10 à 12 ans avant qu'un nouveau médicament soit disponible. Et donc, vous comprenez aussi, souvent les patients vont dire, mais pourquoi ça prend tellement de temps pour qu'un médicament soit approuvé ou qu'on ait accès ou qu'il soit commercialisé?
Ou bien ils vont venir, puis ça, ça arrive, je vous dirais, à toutes les semaines. Ils vont venir avec un article dans la presse, dans l'actualité, où ils vont dire, ben, regardez, là, ça a l'air super intéressant, ce traitement-là. Là, je leur explique que c'est une phase 1. Fait que vous comprenez qu'avant que cette phase 1 devienne, à moins qu'on ait l'étude de phase 1 au CHUM, c'est une des raisons pourquoi on veut faire de la phase 1, c'est justement pour donner ces opportunités-là. Mais on n'aura pas accès à ces médicaments-là. Premièrement, on ne sait pas s'ils vont aller plus loin, puisqu'il y a seulement 10 de ces super informations, super nouvelles molécules qui vont se retrouver en phase 2 ou en phase 3. Et 2, ben, elles ne sont pas nécessairement prêtes pour aujourd'hui, demain. Là, on aura plus d'informations sur ça dans 5, 6, 7, 8 ans. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qui, encore une fois, peut amener de la déception. Mais aujourd'hui, les molécules qu'on utilise, comme je dis aux patients, c'est toutes des molécules qui, un jour, ont été en phase 1. Donc, quand on se décourage de faire de la phase 1, souvent, j'ai à mon équipe, OK, on se décourage. Il y a beaucoup de patients, parfois, que ça ne marche pas. Pour un qui marche, tu en as 6, 7, 8 que ça ne marche pas. C'est normal, mais n'oubliez pas, là, toutes nos molécules aujourd'hui en cancérologie, elles ont commencé en phase 1. Tous les acquis qu'on a aujourd'hui qui font qu'un patient répond à un traitement, elles ont commencé en phase 1. Donc, il y a une valeur à ces études-là. On dit qu'une molécule à l'étude en phase 1 actuellement, c'est à peu près 5,1 en oncologie les chances d'avoir une approbation de la FDA. Tandis que quand on est en phase 3, c'est à peu près une molécule sur 2 qui va aller de l'avant. Donc, vous voyez le ratio de succès en phase 1 versus la phase 3. Donc, en phase 3, quand un patient va vers une phase 3, bien, il a quand même plus de chances que cette molécule-là soit active que s'il était sur une phase 1. Mais on ne va pas offrir une phase 1 à quelqu'un qui est en première ligne d'un cancer avec un standard. Donc, c'est toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte pour dire, bien, pourquoi un patient va être dirigé vers une phase 3, pourquoi une phase 2, pourquoi une phase 1. Ça dépend de sa maladie, ça dépend de la rareté de son cancer, ça dépend où est-ce qu'il est rendu dans le traitement de son cancer. Comment se déroule un essai clinique? Donc, je parle beaucoup, il faut que je roule. Donc, comment se déroule un essai clinique? Il y a différentes étapes. Donc, il y a la présélection. Ça, c'est ce que une de nos infirmières fait à temps plein à l'UT, c'est-à-dire qu'elle va regarder sur papier si le patient qui nous est référé pourrait potentiellement aller sur une étude. Et elle va aussi regarder, est-ce que j'ai une place? Parce que je peux avoir 10 patients potentiels, mais si je n'ai pas une place, bien, ça ne marche pas. Souvent, en phase 3, en phase 2, on a des places parce que l'étude est en recrutement actif, mais comme je vous l'ai expliqué, en phase 1, bien, c'est stop and go. Il y a une place, il n'y a pas de place, il y a une place, il n'y a pas de place. Donc, une fois que le patient est identifié, qu'il y a une place, ou on est dans une phase 3, il y avait une place, on a un patient, bien, on fait venir le patient puis on lui explique. Et là, on va parler du consentement et je vais y revenir. Une fois qu'il a consenti, on va faire l'éligibilité. Donc, ça aussi, je vais vous en parler. Et éventuellement, le traitement. Et si à un moment donné, on arrête le traitement, soit parce que le traitement ne fonctionne pas ou le patient a une toxicité, il y a un suivi post-traitement qui est tout aussi important parce que parfois, un traitement qui a été arrêté, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des effets secondaires plus tardifs et le suivi est important. Donc, il y a des règles à suivre. Pour faire une étude, il faut qu'on ait l'équipoise. Donc, au début, la première fois que j'ai vu ce mot-là, je pensais que ce n'était pas du français. J'étais comme, c'est quoi ce mot-là? L'équipoise, en fait, oui, c'est un mot qui existe. Ce n'est pas un mot inventé par toi, Xavier. Parce que Xavier adore inventer des mots. Donc, parfois, il parle, puis on ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. Donc, ça existe, ce mot-là. Et en fait, c'est que l'équipoise, c'est de ne pas savoir entre deux stratégies laquelle est la meilleure. Donc, si je veux faire mon étude des biscuits double chocolat versus immunothérapie en mélanome, bien, il n'y a pas d'équipoise parce que c'est bien sûr que les biscuits double chocolat, ça ne marche pas dans le traitement du mélanome. Donc, je ne peux pas faire l'étude. Mais si je veux faire une étude entre double immunothérapie versus simple immunothérapie dans le traitement du mélanome, ce qui a déjà été fait,
Mais là, j'ai l'équipoise parce que je ne sais pas la réponse à la question, puis les deux se peuvent. Donc, il faut avoir l'équipoise quand on pose une question en recherche clinique. Il faut aussi que la participation du candidat soit volontaire. Donc, la notion du consentement éclairé, ce qui nous ramène à l'essai de Dr. Lin, qui est considéré comme le premier essai clinique. Donc, est-ce que ces marins-là étaient-ils volontaires? Est-ce qu'ils ont accepté? Est-ce qu'ils ont signé un consentement? Est-ce qu'ils comprenaient les risques de leur participation? Parce qu'il peut y avoir des risques à avaler de l'acide sulfurique, là. Donc, c'est important que les patients comprennent qu'est-ce qu'ils acceptent et à quoi ils s'exposent. Le consentement éclairé implique une décision éclairée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les traitements standards qui sont disponibles? C'est quoi mes alternatives? C'est quoi le but de l'étude? C'est quoi les potentiels avantages, les potentiels risques? À part le traitement, je m'expose à quoi? Bien, des biopsies, par exemple. Les biopsies ont des complications. Si j'ai 3 biopsies hépatiques à faire sur le protocole, ça se peut que j'ai un saignement, ça se peut que j'ai une complication. Qu'est-ce que ça implique pour moi en tant que patient de participer? Pendant que je suis ici, je ne suis pas à la maison avec mes enfants. Combien de fois vous allez me faire venir? Combien d'heures je vais passer ici? C'est quoi la durée des traitements? Est-ce que je vais devoir avoir un cathéter? Est-ce que je vais avoir un portocat? Est-ce que je vais avoir un PICC line? C'est donc tout ce qui entoure le traitement et ses conséquences. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on passe tellement de temps à parler du consentement? Parce qu'il y a eu des dérives. Puis l'étude de Tuskegee, dans les années 1930, 1940, 50, 60, c'est le parfait exemple de ça. Je vais en parler très rapidement. C'est une petite ville en Alabama, le Tuskegee. Puis en fait, le US Public Health Service, que j'aurais dû traduire, mais que je n'ai pas fait, donc c'est l'autorité médicale américaine, voulait savoir c'est quoi l'évolution naturelle de la syphilis. Donc, c'était une étude observationnelle. Il n'y avait pas d'intervention. Le but, c'était de voir qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont atteints de syphilis. Puis, ça donne que dans cette petite ville d'Alabama, il y avait beaucoup de personnes de race noire. Et c'est une étude qui devait durer 6 mois, qui a duré 40 ans. Puis, on n'a jamais vraiment expliqué aux patients qui étaient dans cette étude observationnelle, on ne leur a pas dit qu'ils avaient la syphilis. S'ils ne le savaient pas, on ne leur disait pas. On leur disait qu'ils étaient traités pour du bad blood, là, du mauvais sang. Puis, pire que ça, on leur promettait des choses comme un soin gratuit du gouvernement. En fait, on ne les traite pas, on fait juste les observer. Mais pire que tout, c'est que quand la pénicilline devient le traitement de la syphilis en 1947, il y a un effort concerté pour que ces patients-là n'aient pas de pénicilline pour pouvoir continuer à voir qu'est-ce qui arrive quand la syphilis est rendue au dernier stade. Et vous pouvez imaginer comment c'est terrible de non seulement de porter préjudice comme ça à des patients. Excusez, là, je la vois qui a le trémolo. En 1964, la déclaration de Helsinki déclare que les expériences impliquant des sujets humains doivent nécessiter un consentement éclairé. Puis, il y a tout un questionnement éthique qui va surgir de ça. Finalement, cette étude va être fermée en 1972, mais il y aura eu des séquelles de cette étude. Il y a des gens qui sont morts, des gens qui n'ont pas été traités. Il y a eu des infections de d'autres patients, en fait, de familles à cause de l'infection de la personne initiale. Et c'est considéré comme une faille éthique importante qui amène justement des changements majeurs dans comment on conduit aujourd'hui les études cliniques. En 1997, Bill Clinton, qui était président à l'époque, demande pardon au nom des États-Unis aux victimes. Mais il y a de quoi demander pardon, c'est absolument terrible. En fait, le consentement libre doit être fait par une personne compétente. Parce que moi, si demain, je demande à mon chum de venir consentir quelqu'un à l'UT, même s'il fait le consentement, il n'est pas compétent pour le faire. Il faut qu'une personne compétente qui comprend bien le protocole fasse le consentement. Puis, j'ai mis les deux extrêmes. En fait, tu peux expliquer comme ça, c'est-à-dire que tu ne donnes pas trop d'informations. Tu peux aussi expliquer, ça c'est plus ma méthode à moi, c'est-à-dire que j'en dis peut-être un peu trop, puis à la fin, tout le monde se gratte le coco, là, incluant l'infirmière de recherche. Mais la bonne façon est quelque part entre les deux, hein, je pense. Puis c'est aussi important d'être honnête sur les bienfaits que le patient pourrait en retirer et de faire comprendre aussi au patient qu'il peut en tout temps changer d'avis.
c'est quoi les critères d'admissibilité? Adeline n'était pas très contente que j'ai mis sa grosse photo ici. Je l'avais mis plus grosse, mais là, j'ai dû la diminuer parce que j'avais un avis de je quitte l'UIT si tu l'enlèves pas ça. OK, c'est bon. OK. Donc, en fait, l'admissibilité, c'est... J'ai mis la photo d'Adeline parce qu'en fait, elle prépare le terrain avec ce qu'on fait à l'UIT dans le pre-screening. J'ai demandé à une autre équipe de me donner des photos, mais ils n'avaient pas de photos à me donner là, à court terme comme ça. Fait que j'ai mis celle-là. Là. C'est une belle photo. Donc, des critères d'admissibilité qui sont propres à chaque étude. Donc, souvent, les patients vont dire, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas aller sur l'étude. En fait, il y a des critères très, très stricts qui sous-tendent la participation à une étude. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est parfait? Non. Mais il faut mettre des règles parce que sinon, il y a des dérives. Et aussi parce qu'il faut une population assez homogène pour éliminer des biais aussi. Si on met toutes sortes de pathologies avec toutes sortes de problématiques de santé, à un moment donné, tu ne sais plus si un effet secondaire est dû aux médicaments ou est dû au fait que le patient a une insuffisance rénale ou il a un problème de coagulation du sang ou il a un problème cardiaque. Donc, il faut que le canevas soit le plus clean possible pour que tu vois la photo émerger. Et donc, il faut mettre des critères qui vont permettre de voir les effets secondaires sans qu'ils soient confondus par les problématiques de base du patient. Donc, les critères de base, c'est d'avoir des reins, un foie, un cœur qui fonctionnent bien, d'être assez en forme pour supporter des traitements, d'où l'ECOG, donc l'ECOG 0,1. Parfois, il faut un biomarqueur. Donc, ça va faire en sorte que certains patients ne pourront pas participer parce qu'ils n'ont pas le biomarqueur. Quand j'ai commencé en recherche clinique il y a 10 ans, un petit peu plus que 10 ans, il y avait 2 pages de critères pour aller sur une étude. Aujourd'hui, c'est 6 pages de critères pour aller sur une étude dans certains cas. Donc, les critères deviennent de plus en plus lourds et donc, ça devient de plus en plus difficile de trouver des patients qui répondent à tous ces critères-là. Pourquoi un patient voudrait participer? Alors, une des raisons, c'est parce qu'ils vont avoir un encadrement médical, infirmier, administratif plus soutenu. Donc, ils vont être encadrés à travers toutes les étapes de leur participation par toute une équipe. Donc, ça, j'ai mis une photo d'équipe. Pour jouer un rôle actif dans la contribution à la science, moi, ça me scie les 2 jambes quand c'est arrivé il y a 2 semaines de ça, un patient qui m'a dit, ben moi, j'aimerais ça faire avancer la science. Je comprends que peut-être moi-même, je n'en tirerais pas un avantage. Puis je vous dis vraiment qu'est-ce qu'il m'a dit, mais j'aimerais ça contribuer. Puis que quelqu'un qui est malade, qui vit des choses difficiles et la générosité, la grandeur d'esprit de dire quelque chose comme ça, moi, personnellement, je trouve ça extrêmement touchant. Donc, pour aider les autres en contribuant à la recherche, parfois parce qu'il n'y a pas d'autres traitements possibles et c'est une source d'espoir. Une autre option, comme je vous dis, tous nos molécules aujourd'hui ont commencé quelque part. Donc, qui sait si la molécule WOW n'est pas juste au tournant de la porte, quelque chose comme ça. Around the corner, c'est ça. Donc, pourquoi un patient peut hésiter à participer? Bien, il ne sait pas c'est quoi un essai clinique ou comment les trouver. La raison numéro 1, je pense, à travers toutes ces années, c'est qu'il a peur d'être utilisé, il a peur d'être un cobaye, il a peur que les choses ne soient pas faites dans son intérêt à lui. Mais comme je le dis toujours à mes patients, à la fin de la journée, on prend des décisions en fonction du patient. Le protocole me donne des guides et des paramètres pour vous traiter en sécurité, mais les décisions sont toujours prises en gardant en tête le patient. Qu'est-ce qui est bon pour le patient? Je ne peux pas déroger au protocole, c'est-à-dire vous donner un traitement si le protocole me dit de ne pas vous le donner, mais je ne vais pas non plus jamais faire quelque chose qui pourrait vous nuire. Le protocole est là pour assurer votre sécurité. En fait, plus souvent, il m'empêche de faire des choses que j'aimerais faire.
Donc, moi, j'obéis au protocole, mais à la fin de la journée, toute décision doit être faite dans l'intérêt du patient. Et, le patient habite loin des centres universitaires où les essais cliniques ont lieu. Ça, c'est vrai et pas vrai, dans le sens que notre rôle est d'offrir la recherche à toute personne qui serait intéressée, qu'elle vienne de n'importe où au Québec ou ailleurs. Mais c'est sûr que si un patient veut participer à une étude de phase 3 où il doit venir à toutes les 3 semaines, puis ou à tous les mois ou à tous les 2 mois, c'est différent que s'il doit venir 3-4 fois par semaine dans la même semaine, puis que c'est un médicament qu'on utilise la première fois chez l'humain, que la seule personne chez qui ça a été utilisé précédemment, c'est la petite souris. Donc, ça se peut qu'on demande au patient de se relocaliser temporairement pour assurer sa sécurité, mais ce n'est pas parce qu'il habite loin qu'il ne peut pas participer. Il peut y avoir des obstacles financiers, mobilité réduite, croyances culturelles. Il y a le fait qu'il y a des patients qui sont super intéressés, mais quand ils se rendent compte qu'est-ce que ça veut dire comme visite, examen, biopsie, là, ça les refroidit. C'est correct, ça fait partie d'un consentement éclairé d'explorer ça. Il a peur des effets secondaires, il a peur de tomber sur le bras placebo. Il dit, ben là, passez tout ça pour que finalement, j'ai une chance sur 2 d'avoir la petite pilule de sucre. Vous comprenez que ce n'est pas super intéressant, là. Ça fait partie des réalités d'un essai randomisé contrôlé double-blind avec placebo. Il ne veut pas heurter ou abandonner son médecin traitant. Il a établi un lien de confiance de multiples années avec son médecin dans son centre de traitement. Puis là, du jour au lendemain, on lui dit, ben, tu t'en viens ici, on va te prendre en charge, mais ça peut être déstabilisant. Moi, je leur dis toujours, par exemple, que on garde toujours un contact avec le médecin traitant. Il reste le médecin, on le tient au courant, puis il fait partie de l'épisode de soins, mais c'est sûr que les décisions primaires vont être prises par le médecin sur le site. Il y a différentes façons de trouver un essai clinique. C'est souvent une question qui est posée. Il y a différents organismes comme le QPRO, le GEOC, Onco-Québec, Société canadienne du cancer qui peuvent guider les patients à la recherche d'essais cliniques, mais il faut être conscient que ces institutions, ces associations n'ont pas accès nécessairement à toute l'information qui va permettre de savoir si vous êtes éligible ou pas. Donc, il faut vraiment regarder pour chaque étude si ça s'applique à la personne, au patient, est-ce que ça s'applique à sa trajectoire, est-ce que ça s'applique à où est-ce qu'il est rendu, est-ce que ça fait du sens dans son cancer au moment où il est rendu? Parce que faire une phase 1, comme je vous dis, chez quelqu'un qui commence pour la première fois un traitement dans un cancer du poumon, c'est n'importe quoi. Est-ce que la recherche clinique peut vraiment changer quelque chose? Là, il faut que je me grouille. En fait, rapido, pourquoi je vous montre ça? C'est que moi, quand j'ai fait mon fellow, en haut, vous avez en rouge et vous avez le petit point ici qui montre c'était quoi le devenir des patients avec un mélanome stade 4 quand j'ai commencé en 2010. Donc, en 2010, la survie médiane, c'est-à-dire les chances qu'un patient soit en vie à 6 mois. Donc, en fait, un patient sur 2 était décédé à 6 mois. À partir du moment où ils recevaient leur diagnostic, 6 mois plus tard, un patient sur 2 était décédé. C'était ce qu'on appelle la survie médiane. Puis la survie à 2 ans, c'était 10 %. Aujourd'hui, quand je vois un patient en clinique, je peux lui dire qu'il a une chance sur 2 de se rendre à 6,5 années avec un mélanome. Fait qu'on passe de le petit point rouge à la ligne rouge. C'est ça que la recherche clinique peut faire, parce qu'en 2010, il n'y en avait pas de ces médicaments-là. Il n'y avait rien dans l'horizon québécois qu'on pouvait offrir aux patients qui leur permettait ça. Aujourd'hui, ils ont accès à ces médicaments-là et plus. Donc oui, la recherche clinique peut faire un changement, absolument. Mais il faut passer à travers ce que j'appelle les molécules bof pour trouver la molécule wow. Dans le concret, qu'est-ce qu'on peut offrir aux patients, par exemple, au centre de recherche? Alors, on a les études sur le microbiome. On a fait des études sur le microbiome avec la transplantation fécale. Donc, ça s'est tiré de données qui montrent
que la transplantation fécale peut augmenter les chances de réponse à l'immunothérapie. Et on a fait l'étude mimique qui a été faite à l'UIT avec l'équipe Joanie Vaillancourt, Camille Amiel, Fabrice. Il y a beaucoup de gens, Fabrice Claude, beaucoup de gens qui ont participé à cette étude-là. Puis je m'excuse si je nomme pas tout le monde, mais Adeline a fait le pre-screening, Marie-Martin était aux opérations. Il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués à tous les niveaux. Donc, bref, cette étude-là, sous les soins de Dr. Routy, de William Belkate, qui est en charge de l'étude, de Julie Malo. Donc, cette étude-là a montré ceci. Ça a super bien été. Ça m'a surpris, je pensais que j'aurais des difficultés, ça passerait pas. Mais non, ça a très bien été. Je me disais, ça allait très bien. En tout cas, je trouve que si d'autres personnes peuvent faire, si on peut apporter des résultats positifs, j'espère que d'autres personnes vont suivre. Je pense que c'est un peu plus d'espoir que ça donne à notre vie. Donc, ça, c'est une de notre... En fait, c'est notre première patiente sur cette étude-là. Donc, elle avait participé à un reportage à TVA. Puis, je t'ai tiré de ce reportage-là. Donc, notre toute première patiente sur l'étude mimique qui avait beaucoup de courage. Ça a super bien été. OK. Puis, vous voyez en arrière-plan les crocs de Camille, les crocs roses de Camille. Et puis, donc, dans cette étude-là, on a montré qu'on pouvait augmenter les taux de réponse de 20 grâce à l'ajout de la transplantation fécale à l'immunothérapie. Et puis, je voulais parler d'une autre étude, l'étude Exactis, qui est une étude qui est faite en cancer de l'ovaire et en cancer du sein par Dr. Provencher ici même au centre de recherche. Dans cette étude, en fait, on travaille sur différents mécanismes. En fait, on sait qu'il y a, quand on donne un inhibiteur de PARP aux patientes qui ont un cancer de l'ovaire, on peut induire ce qu'on appelle la sénescence, qui est une cellule cancéreuse qui tombe comme en dormance. Mais elle est encore en vie, elle n'est pas morte. Et il y a moyen, en rajoutant un anti-apoptotique, de permettre une régression tumorale en donnant un deuxième coup. Donc, l'anti-PARP va donner le premier coup, ce qu'on appelle le crochet, là. Et puis, on va donner un deuxième coup avec une drogue qu'on dit sénolytique. Et c'est de donner, en fait, les deux coups de poing qui vont faire que la cellule est KO. Donc, sénescence, sénolyse, deux mécanismes qui attaquent la même cellule de deux façons différentes pour permettre d'éliminer les cellules cancéreuses dans le cancer de l'ovaire, entre autres. Donc, ça, c'est une étude qui vient, entre autres, du travail qui a été fait par Dr. Provencher, Dr. Rodier, Dr. Messmasson, que vous connaissez probablement très bien. Et puis, l'étude est maintenant ouverte. Puis, c'est une étude qui vient de données scientifiques et du travail qui a été fait par les équipes de recherche, comme l'équipe de Dr. Routy. Donc, on est très, très fiers de pouvoir participer à ça. C'est l'équipe pour l'étude mimique. Puis, je pense que c'est pas mal ça qui fait le tour. Moi, on dit toujours que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. On apprend au fil du temps de ralentir un peu le pas pour tous aller ensemble dans la même direction. Moi qui déteste le jogging, j'ai pas de problème avec ça. Fait que si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Je t'avais dit 59 minutes. Ouais, c'est ça. Oui. Le monde à la maison. Parler de présentation. Est-ce que les conseils ont une compensation financière pour participer? Puis, deuxième question, est-ce que vous avez la notion en recherche clinique de patients partenaires rémunérés sur des études? C'est deux excellentes questions. En fait, les rémunérations, il n'y a pas de rémunération. Il peut y avoir un remboursement pour des frais engendrés, par exemple, soit pour
passer une nuit dans un hôtel ou payer les frais de parking ou payer des frais de repas, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de compensation parce que ça va à l'encontre même du principe de c'est volontaire, c'est non sollicité. Donc, contrairement à une étude, par exemple, avec des volontaires sains qu'on peut entendre à la radio ou des choses comme ça, c'est pas rémunéré. Pour il y a le concept, en effet, du patient partenaire. Je pense qu'actuellement, la notion que j'ai, c'est que étude par étude, il n'y en a pas. C'est quelque chose que je pense qui a commencé à prendre de l'ampleur et c'est tout à fait approprié d'avoir donc la vision du patient dans la clinique et dans des programmes de recherche. Mais dans la recherche clinique, à ce que je sache, pour l'instant, dans les protocoles un par un, ce n'est pas encore intégré. À moins que quelqu'un ait une notion que je n'ai pas, ce qui est tout à fait possible, puis corrigez-moi si j'ai tort. Dans le protocole lui-même, le patient partenaire, c'est qu'avant, on avait une initiative avant la COVID qu'on a eue ici avec le GFE, la thérapie cellulaire. Malheureusement, avec la COVID, bon, avec ce qui est arrivé, on a dû mettre ça sur la glace. Mais ça, c'est dans les programmes de recherche. Mais quand je parle de l'industrie pharmaceutique et d'un protocole canté, soumis à Santé Canada, il n'y a pas, à moins que Santé Canada ait un programme de patients partenaires dans l'approbation des protocoles, moi, je n'ai pas la notion qu'il y en a in-house ou au niveau de l'industrie. Mais en effet, dans des programmes de recherche, c'est de plus en plus demandé, ne serait-ce que pour même les instituts, les gens qui, les organismes qui sont responsables des subventions vont demander qu'il y ait un patient partenaire qui fasse partie du programme de recherche. Dites-moi pas que vous n'avez pas de questions. Ah, du monde? Tu n'avais pas des questions qui tuent, toi? Tu m'avais dit que tu tuerais avec des questions. Contrôle, discussion. Non, c'est ça, on ne voit pas les questions. Mais si vous avez des questions à répondre, n'hésitez pas à les écrire. Par exemple, pour les répondre une par une, si vous avez des questions, on va faire un email de réponse. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Il est déjà 1h03. Puis, de toute façon, par exemple, c'est en avant. Pour les plus gênés, si vous avez des questions, vous pouvez vous avancer. La discussion peut se continuer en avant de la fin, sans problème. C'est moi, j'ai un niveau, donc vous pouvez venir nous voir. Oui, absolument.